Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Amis sportives et sportifs, bienvenue pour le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Après une semaine d'absence, d'abstinence, c'est le grand rendez-vous qui fait son retour aujourd'hui. Votre rendez-vous consacré au Stade Malherbe de Caen, au Havre Athletic Club et à l'actualité du foot partout en Normandie. Mon compagnon de jeu ce lundi, Mathieu Billot, il est fidèle au poste de Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Une fois n'est pas coutume, cette première partie du débrief consacrée au Havre Athletic Club, un club normand qui gagne, et ce week-end, ce fut plutôt rare. On y reviendra d'ailleurs dans notre 3e édition du débrief tout à l'heure. Pour son entrée en lice en Coupe de France, l'équipe de Paul Le Guen s'est en effet qualifiée pour le 8e tour en dominant Vierzon, pensionnaire de National 3, le score 2-0, des réalisations de Nabil Alioui et de Pape Ibnou, bas en seconde période. Et d'ailleurs, de cette qualification en Coupe de France, on va en parler, Mathieu, avec notre invité. Ouais, avec notre invité François Monnoy, la voix du hack sur France Bleu. François qui avait la chance d'être à Vierzon ce week-end, n'est-ce pas François ? Tout à fait, bonjour messieurs. Salut François. Alors, est-ce que ça sentait un petit peu bon la Coupe de France ce week-end à Vierzon ? Ah oui, c'était champêtre, une belle ambiance. Il y avait 1 millier de spectateurs environ et des conditions, propices à cette Coupe de France avec un terrain particulièrement difficile, un vieux terrain synthétique complètement usagé. C'était compliqué de produire un beau football sur cette aire de jeu indigne, disons clairement les choses, de l'événement. Malgré tout, les Havrais ont su s'accommoder de ces conditions difficiles. Ils ont livré un match sérieux et à l'arrivée, leur qualification finalement est assez logique et méritée. Il faut savoir que forcément quand on pense Le Havre, Ligue 2, Vierzon, National 3, on pourrait se dire que c'est facile, mais Le Havre n'abordait pas ce match forcément dans les meilleures dispositions. Il y avait un paquet d'absents entre les blessés, les sélectionnés, les joueurs qui étaient préservés, notamment à cause du synthétique, comme tu l'as dit François. Il y avait Victor Lécal et Quentin Cornet qui avaient été laissés à la maison. Il manquait pas moins de 12 joueurs ce week-end, et non des moindres. Forcément, ça aurait pu changer un petit peu le rapport de force. Complètement, l'équipe avait un peu un profil de National 3 parce qu'on a retrouvé beaucoup de joueurs qui évoluent avec la baie du Hac. Je pense à NCK, c'était sa première apparition en pro, il a été solide au poste de latéral droit. Il y avait également au milieu de terrain, là où évolue habituellement Victor Lécal, le jeune Aristide Ouam. Lui aussi, il a bien tenu son rôle. Sur le côté droit de l'attaque havraise, il y avait Samoura. Il avait déjà fait une première apparition la semaine précédente face à Valenciennes. Il était entré en cours de jeu. Là, il était titulaire pour la première fois. C'était un petit peu plus compliqué pour lui. Il est sorti d'ailleurs à la mi-temps, remplacé par Eliès Mahmoud. Donc oui, c'était une équipe, encore une fois, très très jeune et avec de nombreux joueurs qui évolue habituellement avec l'équipe réserve en National 3, donc au même niveau finalement que Vierzon. François, on l'évoquait, les Havrais ont marqué en seconde période, mais néanmoins, globalement sur le match, la marche paraissait un petit peu trop haute quand même pour Vierzon. Est-ce qu'à un moment donné, les Havrais ont un petit peu tremblé dans cette rencontre ou pas du tout ? Il y a eu une demi-heure un peu pénible entre la 15e et la 45e minute. Ce fut un petit peu poussif après une bonne entame de match. Donc en fin de première mi-temps, on a senti que cette équipe de Vierzon prenait un petit peu confiance. Mais de là à dire que les Havrais ont tremblé, je n'irais pas à dire, je n'irai pas jusque-là, pardon. Ils ont plutôt bien maîtrisé leur sujet et ils ont marqué sur une action qu'ils affectionnent particulièrement, sur un contre. Et cette équipe de Vierzon s'est peut-être fait piéger parce qu'en prenant confiance, elle a peut-être libéré un petit peu d'espace, elle s'est découverte et c'est sur un contre que le Hack a pu ouvrir le score. Et à partir du moment où les Havrais ont marqué, jamais véritablement Vierzon n'a donné l'impression de pouvoir revenir au score parce que en défense, le Hack a été encore une fois hyper solide avec la charnière que l'on retrouve habituellement en Ligue 2, Fernand Mayembo, Pierre Gibaud. Dans les buts, on a retrouvé Mathieu Gorgelin qui était titulaire pour la première fois de la saison. Yaya Fofana était sur le banc. Mathieu Gorgelin a été lui aussi très solide. Donc le Hack a été fidèle à l'image qu'il véhicule depuis le début de la saison en Ligue 2, hyper solide défensivement. Et puis voilà, une fois le premier but marqué,
On a senti quand même que le Hack avait le contrôle des opérations et en fin de match, Papy Bnouba a marqué le deuxième but que l'on sentait déjà un petit peu venir parce que auparavant les Havrais s'étaient déjà créé pas mal d'occasions. François, tu faisais référence à ces petits jeunes qu'on a vus certains pour la première fois samedi. La jeunesse, c'est un peu la thématique du Hack en cette première partie de saison. On a maintes fois répété les performances, que ce soit Yaya Fofana, Amir Richardson, et dans une moindre mesure, on va dire Aruna Sanganté et Abdoulaba. Donc ça a l'air de continuer du coup avec l'intégration de quelques nouveaux visages là, avec les absents. Est-ce que cette jeunesse, ça change tout cette saison au Hack ? Ah bah ça apporte un vent de fraîcheur, et puis cette jeunesse, elle est bien encadrée aussi par Pierre Gibaud, par Alexandre Bonnet qui joue à merveille leur rôle de cadre, et donc ils sont bien entourés. Après, cette jeunesse a aussi ses limites. On voit bien par exemple que Amir Richardson, depuis quelques semaines, il est un petit peu en dedans après avoir réalisé un début de saison fracassant. Donc sur la durée, avec l'enchaînement des matchs de Ligue 2, niveau que pour certains, ils découvrent, ça peut-être poser problème sur la répétition des efforts à très haut niveau, mais cette jeunesse, c'est sûr qu'elle apporte une flamme supplémentaire à cette équipe qui a traversé l'exercice précédent, vous le savez, de façon pénible, ça ronronnait, ça ne se trouvait pas, il n'y avait pas cette étincelle, et oui, ces jeunes, en plus, ils apportent aussi de la concurrence, parce que Paul Le Guen, finalement, il a un effectif somme toute assez restreint, mais avec des joueurs qui peuvent postuler, et c'était son objectif, qui peuvent postuler à une place chaque week-end. Le jeune Nseke, alors il n'a que 16 ans, mais sa prestation, elle est franchement encourageante, et peut-être le verra-t-on en Ligue 2 cette saison. C'est une option supplémentaire, en tout cas, quand il y a des blessures, des suspendus, et ça apporte une émulation, ça c'est certain. Ce 7e tour de Coupe de France, ça a aussi été l'occasion de revoir Imad Abdelli qui cumulait avant ce week-end 35 minutes de temps de jeu seulement en Ligue 2. François, c'est quoi le problème avec Imad Abdelli ? Imad, c'est un joueur pétri de qualité. Ça, c'est indéniable. Peut-être l'un des plus doués techniquement au sein de l'effectif havrais. Le problème d'Imad, c'est peut-être la rigueur, l'exigence du haut niveau. Je pense en premier lieu à l'hygiène de vie. Il a débuté la saison avec une surcharge pondérale quand même assez conséquente. Donc le staff lui fait la guerre par rapport à ça. Il n'est peut-être pas suffisamment, dans son hygiène de vie, dans son investissement à l'entraînement, il n'a peut-être pas placé le curseur suffisamment haut pour réussir véritablement à s'imposer, alors qu'il a toutes les qualités pour. En tout cas, samedi, il a réalisé un match remarquable. Il est à l'origine du premier but, il est passeur décisif sur le second but, mais au-delà de son apport offensif, il a fait énormément d'efforts également dans le repli défensif. On l'a vu récupérer de nombreux ballons, aller au pressing, faire les efforts, et ça c'est peut-être aussi un signe qu'il envoie à Paul Le Guen, parce que ce n'est pas parce qu'on a des qualités techniques qu'il ne faut pas faire d'efforts au service du collectif, et peut-être aussi que Imad, dans ce registre-là, il n'apportait pas suffisamment dans le pressing, dans la récupération du ballon. Là, en tout cas, il a marqué des points samedi soir, et j'espère, Paul Le Guen l'espère évidemment, que ça va le relancer. Je l'ai interrogé, Paul Le Guen, à la fin du match. Je lui ai dit, j'ai trouvé Imad Abdelli très très bon, qu'en avez-vous pensé ? Il m'a répondu, Imad, il a été très bon quand l'équipe était très bien, mais il a connu 25 minutes quelconques, et il a rappelé qu'il avait une exigence énorme avec ce garçon, parce qu'il a du talent, donc il en attend encore plus. Le Guen qui a effectivement, sur le cas Imad Abdelli, dit qu'il n'était pas toujours d'accord avec le joueur lorsque celui-ci dit qu'il prétend tout faire pour revenir totalement compétitif. Et Paul Le Guen faisait très probablement référence à ce que vous évoquiez, François, notamment sur l'hygiène de vie du garçon. Mathieu Billot. Oui, non, je voulais dire qu'effectivement, Paul Le Guen, il est pas tendre avec Imad, en tout cas devant les médias. Alors à la sauce Paul Le Guen, c'est toujours fait de manière subtile, mais il aime bien le titiller, en tout cas, François Imad. Il aime bien le titiller, le coach, quand il s'agit de Imad Abdelli. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il est pas tendre avec lui. Puis je voudrais rajouter quand même une petite précision. Le Hack
on le sait, aime jouer en contre. Et Imad Abdelli, ce n'est pas vraiment un joueur de contre. Il n'a pas l'explosivité, il n'a pas une pointe de vitesse exceptionnelle, et c'est peut-être aussi dans ce schéma-là, dans ce cadre-là, qu'Imad a un petit peu de mal à s'imposer. C'est pour ça que moi j'attends beaucoup plus de lui, par exemple au Stade Océane, face à des équipes qui jouent un peu plus regroupées, avec un bloc bas, comme ce fut le cas par exemple contre Valenciennes, et comme ce sera très certainement le cas samedi prochain face à Amiens. Et c'est dans ces matchs-là que j'aimerais voir la technique de Imad Abdelli être un peu plus mise en évidence, et réussir à faire des différences dans des petits périmètres face à des défenses resserrées. Oui, tu faisais référence, François. Donc du coup, dans 2 semaines, il y aura le 8e tour contre Chauvigny, du coup, un club de N3. Mais entre les deux, il y aura le retour du championnat, donc avec cette réception d'Amiens, qui est 19e actuellement, qui est pas en très très grande forme, les amis aminois. Pour le HAC, qui reste sur 2 résultats de prestations mitigées, c'est défaite à Dunkerque, match nul contre Valenciennes. C'est important de renouer avec un succès si le club veut nourrir des ambitions éventuelles de top 5? Ça c'est certain. Le HAC, traverse une période un petit peu plus compliquée. Je pense que l'absence de Jamal Thiaré n'y est pas étrangère. Face à Dunkerque et face à Valenciennes, le HAC a souffert encore plus qu'à l'accoutumée, je dirais, dans le registre offensif. Jamal Thiaré, il est sorti sur blessure, c'était lors du match à Caen. Et depuis, le HAC ne marque quasiment plus, parce que le dernier but marqué en championnat, c'était face à Pau, mais c'est un défenseur palois qui avait marqué contre son camp. Logiquement, normalement, si tout va bien, Jamal Thiaré pourrait faire son retour face à Amiens, et ça apportera quand même un plus, parce que Jamal, certes, il est parfois maladroit dans la finition, mais il est généreux, ça on ne peut pas lui reprocher ça. Il apporte souvent des coups francs, un penalty, une passe décisive. Donc l'apport de Jamal Thiaré doit aider le HAC à repartir de l'avant, parce qu'il est bien certain que si le HAC veut nourrir des ambitions, comme vous l'avez dit Mathieu, il va falloir renouer à la victoire, ce qui plus est face à des équipes de bas de tableau, parce que en regardant le calendrier du mois de novembre, on se disait, tiens, Dunkerque, Valenciennes, Amiens, ce sont 3 équipes localisées dans la partie basse du classement. On se dit qu'il y a des points à prendre. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça, mais oui, voilà, montrer qu'à domicile, face à des équipes en difficulté, le HAC doit marquer son territoire et doit prendre les 3 points contre Amiens. On précise que, outre Jamal Thiaré, il y aura peut-être aussi également le retour de Jean-Pascal Fontaine ce week-end, qui est espéré du côté des Ciels et Marines. Il y a ce parcours pour l'instant qui est plutôt correct, malgré les 2 matchs mitigés sur lesquels reste en championnat le HAC. François, tu suis le club depuis des années. Est-ce que tu te dis que cette année, ça peut le faire, au moins pour le top 5? Pour le top 5, je me dis pourquoi pas, parce que c'est finalement assez ouvert, et puis des équipes qui étaient prétendues candidates aux playoffs, je pense à Nîmes, je pense à Dijon, je pense même au Stade Malherbe de Caen, il y a des candidats qui ne sont pas du tout présents au rendez-vous. Devant, Toulouse me paraît quand même au-dessus du lot. Auxerre va être dans la course, je pense. Sochaux peut-être, mais derrière, on voit bien que les équipes manquent de régularité. C'est le cas par exemple du Paris FC. Donc je pense que le HAC peut se mêler à la course au top 5, peut-être pas à la course aux 2 premières places. Après, il va falloir voir comment le HAC traverse cette période automnale. Souvent, les saisons précédentes l'ont démontré. Novembre, décembre, ce sont des périodes compliquées pour les Havrais. Si on prend le cas de la saison passée, entre novembre et décembre, le HAC n'avait pas gagné un seul match. Donc, est-ce que cette saison, le HAC va réussir à garder le rythme jusqu'à la trêve? Je pense que ça donnera un élément de réponse important à la question que vous venez de poser, Mathieu. C'est essentiel, François, que cette équipe havraise, elle reste au contact. On le rappelle, elle est 5e, elle a 25 points, elle est à 3 points de Sochaux et d'Ajaccio. On a vu que c'était quand même passé quelque chose avec le public cette année. On l'a évoqué, il y avait 1300 Havrais à Caen. On aimerait qu'ils soient encore plus nombreux pour les matchs à Océane, les supporters du HAC. Mais c'est fondamental de rester au contact justement pour entretenir la flamme aussi chez les supporters. Tout à fait. Après, effectivement...
comme vous le dites, Christophe, l'affluence, elle reste quand même très, très, très décevante. Ça oscille entre 5 et 6 000 spectateurs. Mais ces 5 et 6 000 spectateurs, c'est vraiment ce noyau dur. Hein. Je pense qu'ils seront présents, quels que soient les résultats. Et l'ambiance au stade Océane, même si le stade paraît toujours aussi vide, mais l'ambiance, quand même, je trouve, elle est intéressante. Et c'est Pierre Gibaud qui le soulignait d'ailleurs. L'apport du public aide l'équipe à préserver le petit 1-0. Ce n'était pas le cas la saison passée avec les matchs à huis clos. Et le HAC a dilapidé un nombre incroyable de points la saison passée à domicile. Je crois qu'ils ont terminé à la 19e place du classement à domicile la saison passée. Cette année, le contexte est différent, mais oui, il faudrait... on aimerait en tout cas voir plus de monde au stade Océane. Moi, je me souviens de l'époque de Deschazos. Rarement, même dans les pires années de Ligue 2, l'affluence descendait en dessous des 7000 spectateurs. C'était vraiment très très rare. On était plutôt sur du 8-9 000. Donc voilà, j'espère que ça va créer un engouement supplémentaire et inciter les gens à venir au stade, parce que cette équipe, elle a du mérite. Elle est parfois besogneuse, mais elle mouille le maillot et franchement, elle mérite d'être encouragée. François Manoury, la voix du HAC sur France Bleu, l'invité du débrief avec Radio VFM et Foot Normand ce lundi. Grand merci François d'avoir partagé ce bon moment avec nous ce lundi. Au plaisir. On vous retrouve samedi, derrière le micro évidemment, aux commentaires de Le Havre Amiens sur France Bleu. Le Havre Amiens, la 16e journée du championnat de France de Ligue 2. Ce sera au stade Océane, samedi soir à 19h. Belle journée François et à très vite. À bientôt. La partie suivante consacrée au Stade Malherbe, pour qui la Coupe de France a donné beaucoup moins d'émotions positives. On en reparle évidemment dans un instant. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.